voit la pointe et la flèche de la cathédrale de Strasbourg au milieu, cette masse noire qui est la silhouette emblématique à la fois de l'agglomération de la ville et de l'ensemble de l'Alsace. Très belle vue. Ce matin, cet avion entame un vol au-dessus du Rhin, à quelques kilomètres de Strasbourg. À son bord, Antoine Beyer étudie l'évolution des paysages de la région. Les principales agglomérations qu'on voit en survolant sont plutôt en léger recul par rapport à la rive. Historiquement, le Rhin était menaçant du fait des inondations régulières. Certaines villes ou villages ont été inondés et ont été reconstruits à l'abri en retrait de 1-2 km du cours principal du Rhin. Antoine survole une partie du Rhin endiguée à partir du 19e siècle pour limiter les inondations. À droite, on aperçoit la partie aménagée pour le passage des bateaux et à gauche, le vieux Rhin, encore sauvage. On voit aussi très bien les lambeaux de la forêt rhénane qui étaient beaucoup plus étendus autrefois et qui sont maintenant contraints et limités dans l'espace. Une bonne partie a été mise en culture. On voit bien dans le paysage ici comment la forêt est inondée avec différents cours d'eau qui s'immiscent dans la forêt. Forêt-galerie avec beaucoup de lianes. La plupart de ces forêts sont maintenant des réserves naturelles et permettent de préserver ce qui reste de cette forêt rhénane qui est particulièrement sensible. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Rhin, qui était relativement large, son lit principal en fonction des crues pouvait varier et avec elle, les frontières. Au XIXe siècle, quand on a établi un chenal principal, on fixait aussi de manière définitive la frontière entre le Pays de Bade et la France. Sur les bords du Rhin, une ville témoigne des fluctuations de la frontière. Pour la découvrir, il faut franchir le fleuve et survoler la rive gauche, en Allemagne. On arrive alors en vue d'une ancienne possession française. Alors là, on voit le rocher de Brisac, Breisach am Rhein, vieux Brisac pour les Français. Donc c'était un éperon rocheux. Depuis l'époque romaine, c'était un point stratégique. Et les Français, à l'époque de Vauban, avaient pris le contrôle et fortifié la ville. Mais à la fin du XVIIe siècle, le royaume de France perd Vieux-Brisac, qui redevient une ville du Saint-Empire romain germanique. Louis XIV fait alors construire une nouvelle citadelle par Vauban, juste en face, côté français, Neuf-Brisac. On voit très bien se dessiner les formes caractéristiques en étoile du système de Vauban, avec la place d'armes centrale, l'église au centre et les casernes qui marquent le pourtour de la ville. La ville elle-même a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite. On voit le plan d'habitat avec un urbanisme régulier qui est préservé tout autour. Après avoir survolé le Rhin jusqu'à Neuf-Brisac, l'appareil va traverser la plaine d'Alsace et rejoindre les châteaux forts qui s'égrènent le long des collines, au pied du massif des Vosges. Le géographe atteindra ensuite sa destination finale, les grands lacs vosgiens, qui se répartissent entre l'Alsace et la Lorraine. Antoine survole maintenant la plaine d'Alsace. On voit bien l'étroitesse de la plaine d'Alsace, une largeur d'une quarantaine de kilomètres. On devine aussi au loin la ligne bleue des Vosges dans laquelle se reconnaissent les Alsaciens, avec les principaux sommets qui apparaissent. Voilà, une très très belle vue où on voit très nettement le contact entre la plaine avec des cultures de maïs dans les tons ocre, blond, et puis tout de suite après le vignoble, et qui s'étend jusqu'au pied des Vosges et qui délimite la partie qu'on appelle les collines sous-vosgiennes. On voit aussi tout le lacis, les routes qui mènent aux parcelles, qu'on peut distinguer quasiment une par une en fonction des alignements des pieds de vigne.
Au sommet de cette colline se détachent les 3 châteaux des Guissem. Ces 3 donjons et la forteresse du Hollandsbourg protégeaient la plaine. Au Moyen Âge, l'Alsace, située au cœur de l'Europe, suscitait les convoitises. L'avion survole une série de fortifications construites le long des collines. Elles défendaient les principales voies de communication. Antoine Beyer arrive en vue du plus emblématique château de la région, le Haut-Königsbourg. Alors il s'agit d'un château qui a été reconstruit, rénové au début du XXe siècle par Guillaume II. Donc il a été remeublé, redécoré, un peu dans le goût de l'époque du début du siècle. Et on a ce très beau grès rose aussi, là, qui est aussi une des caractéristiques, des couleurs de l'Alsace. Donc le donjon carré, tour ronde, voilà, magnifique point de vue sur ce château. On voit le rocher qui soutient le château là, et qui en font une sorte de vaisseau qui domine les vallées. Magnifique. La prochaine destination du géographe, le massif des Vosges. Voici le Grand Ballon, le plus haut sommet alsacien. Son radar culmine à 1400 mètres. Donc devant nous, c'est la partie la plus élevée du massif. Couverture boisée jusqu'au Haut-de-Chaume qu'on va découvrir progressivement. Les conditions climatiques particulièrement rudes conduisent au retrait de la forêt du fait de la violence des vents, de l'importance des précipitations sous forme neigeuse qui empêchent le développement de ces forêts. Ces landes d'altitude, qu'on appelle les Hautes-Chaumes, couvrent les sommets vosgiens. Ces paysages remarquables sont aujourd'hui classés pour la richesse de leur flore. Un très beau paysage ici, vous voyez, qui ouvre des points de vue assez saisissants de part et d'autre sur ces vallées. Ce qui est très beau aussi dans ces paysages, c'est des reliefs successifs avec un dégradé de couleurs qui se perd dans des verts assez soutenus au premier plan et vers des bleus de plus en plus lointains. En survolant les Hautes-Chaumes, Antoine arrive au-dessus d'une route unique en France, la route des Crêtes. Longue d'environ 80 km, elle a été construite pendant la Première Guerre mondiale par l'armée française pour desservir toutes les lignes situées à l'arrière du front. C'était une route stratégique qui permettait de relier les hautes vallées qui étaient tenues par les Français, les sommets, face à l'armée allemande qui était bien installée. Alors il faut imaginer aussi les conflits pendant les saisons hivernales très dures où les températures tombent en dessous de 0 degré. La route passe au pied d'un autre sommet symbolique du massif, le Honeck. Aujourd'hui, c'est un repère géographique. Donc le Honeck, qui marque la frontière entre l'Alsace et la Lorraine, et au sommet, ces fermes-auberges et ces hôtels qui ont une tradition très ancienne. Dès le milieu du 19e siècle, le tourisme vosgien était très réputé. Le Honeck domine un cirque glaciaire vertigineux. À ses pieds se trouve un lac caractéristique du massif des Vosges, le Schisrotried. Donc on a ici un peu le cas typique du lac avec sa retenue. Alors une partie de ces lacs sont d'origine naturelle, mais ont été rehaussés par des murs, à la fois pour servir de réservoir pour les besoins de l'industrie dans les vallées, notamment dans les périodes sèches d'été, et pour réguler les cours d'eau en aval. Un peu plus loin, apparaît un autre lac typique, le lac Blanc. Il tient son nom de la couleur du sable clair qui en tapisse le fond.
Le lac Blanc est dominé par une statue de la Vierge qui se dresse au-dessus de l'eau. L'avion effectue un virage à 180 degrés pour se diriger vers le versant lorrain du massif, la dernière étape du vol d'Antoine. On voit que la pente est beaucoup plus douce et progressivement la transition se fait vers le plateau lorrain. La ville de Gérardmer, avec son lac, c'est le plus important, le plus étendu. On voit encore des grands établissements industriels, mais l'activité principale, et dès le 19e siècle, ça a été le tourisme de loisirs, le tourisme hivernal et puis le tourisme estival avec des sports nautiques. Donc les lacs lorrains, beaucoup plus étendus, du fait de ces vallées en pente plus douce, le climat étant un peu plus rude de ce côté. Les glaciers ici sont allés beaucoup plus loin que du côté alsacien et ont laissé des formes qui ont retenu à l'arrière ces lacs. Retour en Alsace. Le long des collines passe une autre voie célèbre de la région, la route des vins. Elle traverse les parcelles de dizaines de domaines viticoles réputés. La route des vins, c'est une manière vraiment idéale de découvrir le paysage alsacien. On a toujours une perspective dominante sur la plaine et en même temps on est sur le piémont des Vosges, donc on a cette possibilité de pouvoir faire des incursions dans la montagne des Vosges et qui sont aussi une occasion magnifique de découvrir une Alsace un peu plus secrète. Chaque année, à l'automne, Christian Pion parcourt le vignoble. Il est négociant en vin et va à la rencontre des meilleurs producteurs. Pour nous, c'est vraiment la condition sine qua non pour nous intéresser à un domaine, c'est découvrir sur place les vins, leur style, leur potentiel. Je recherche plutôt des vins de terroir et il n'y a que le verre en main qu'on peut le confirmer. Christian va suivre la route des vins du nord au sud sur presque 170 km et traverser une soixantaine de villages viticoles. Cette route créée en 1953 passe par les plus grands crus des vins d'Alsace, comme Andelot, Rigvir ou encore Guebwiller. Elle finit à Thann, où Christian va participer aux vendanges. Mais pour l'heure, il arrive dans les parcelles de Mélanie Pfister. Il y a 9 ans, elle a repris le domaine de sa famille, à quelques kilomètres de Strasbourg. Le vin produit ici constitue depuis des siècles une des principales richesses de la région. C'est pourquoi ce terroir s'appelle la Couronne d'Or. Là, on a une vue magnifique sur la Couronne d'Or. Oui, on domine le paysage. C'est vrai que le Scharerberg, la colline sur laquelle on se situe, permet de voir qu'on est vraiment dans un environnement très diversifié. Il y a aussi des prairies avec des animaux. On a encore 2 éleveurs dans le village. Et c'est vrai que c'est un paysage qui est vraiment très attractif. Mélanie est une des rares vigneronnes d'Alsace. Sa famille est installée dans la région depuis la fin du XVIIIe siècle. Ce matin, elle emmène Christian découvrir ses vignes plantées d'un cépage réputé, le Riesling. C'est super, il y a une belle charge quand même. C'est nos Riesling, ils sont vraiment chouettes. Ouais. Donc les Riesling, on les distingue bien. On a toujours ces petits points noirs à la surface. Ces raisins font l'objet de soins particuliers. Dans la Couronne d'Or, Mélanie est une des seules à pratiquer une agriculture raisonnée sur certaines parcelles. Puis tu vois, nos engrais verts commencent à pousser. Donc là, on a semé des févroles, de la vesse, et ça nous donnera une belle matière organique ce printemps. Ça, c'est bien, ça évite en fait de travailler les sols. Ouais. C'est la plante qui travaille elle-même les sols. C'est la plante qui travaille, c'est-à-dire qu'on a différents types de systèmes racinaires, des pivots, des racines fasciculées. Et ces plantes-là travaillent toutes seules et on n'a pas besoin de passer avec la charrue derrière. Le vigneron imprime toujours son style au vin, par des choix qu'il fait à la fois dans les dates de vendange, dans la manière dont il conduit sa vigne, bien évidemment, dont il limite les rendements,
et à la manière dont il vinifie aussi ses vins. Et on comprend les choses quand on vient dans la vigne du vigneron. Christian Pion reprend la route des vins. C'est une route des vins tout à fait contrastée qui permet de traverser des régions relativement différentes. Pendant que je vous parle, là on est derrière Andelot et on a vraiment un vignoble qui s'insère quasi dans la montagne avec des vignes tout à fait escarpées, très pentues. À Andelot, le vignoble s'épanouit sur ses coteaux depuis le Moyen Âge. Ce sont les moines de l'abbaye du village qui ont fait rayonner ces vins dans toute l'Europe. La cité était gardée par le château d'Andelot qui domine toute la plaine d'Alsace. Christian poursuit sa route. Il se dirige vers Albé, un petit village du contrefort des Vosges, le plus haut vignoble d'Alsace. On est dans un lieu qui est exceptionnel. On est entouré de forêts. La vigne est plantée dans des petites réserves. Tout est très pentu. On est entouré de sauvageries et c'est le seul vignoble de montagne d'Alsace. On est entre 300 et 600 mètres d'altitude et la vigne donc est la seule petite poche de vigne qui est en dehors du piémont des Vosges. Dans cette petite parcelle, Clément et Michel Bartel utilisent des techniques anciennes. Aujourd'hui, les deux frères ont repris les rênes du domaine familial, qui est en pleine renaissance. Évidemment, ça n'a pas l'air facile, là, hein, c'est pentu. C'est exactement comme mes grands-parents travaillaient. Ils piochaient sous le rang et au milieu, là où ils pouvaient, ils passaient avec les bœufs. Et là où ils ne pouvaient pas, comme ici, ils remuaient parce que le schiste, c'est des sols très pauvres. On ne va pas très profond, on fait juste un travail superficiel pour enlever les mauvaises herbes. Et voilà, et pareil, le plan de palissage, donc 4-5 fils, plantés très étroits. Donc une densité de plantation à l'hectare beaucoup plus importante que la normale. Là, on est à combien? On est à 6 000 pieds hectares à peu près en densité. Oh, c'est la plus petite parcelle du village, hein. On doit être à combien de pieds? Il y a 140 pieds. 140 pieds. Donc c'est vraiment juste une parcelle un peu test, témoin. Donc vraiment travail à l'ancienne, donc sans temps de désherbant, sans aucun produit chimique. Ça sera notre première petite récolte. Elle est plutôt bien, il n'y a pas beaucoup de raisins, c'est normal, elle est très jeune, mais tout fait à la main, exactement comme mon grand-père travaillait. Après le bêchage, Clément déploie un filet sur les vignes pour protéger le raisin des oiseaux. Nous sommes au début du mois de septembre. Dans quelques semaines, les vendanges vont commencer. Plusieurs fois par jour, Michel et Clément surveillent l'évolution des grappes. C'est un peu de sucre. Voilà, pas mal. On a toujours des notes d'agrumes, une bouche un peu citronnée, très très typée. Et on a une fin de bouche sur la minéralité très très intéressante. Tout ça, c'est lié vraiment au terroir. On est vraiment dans la montagne, donc il y a toujours plus de fraîcheur dans les vins. Donc en fait, c'est des vins qu'on peut garder beaucoup plus longtemps. Ouais. Ce résultat, les deux frères l'obtiennent aussi grâce à un aménagement typique. On a fait le choix de mettre ces vignes en terrasse parce que la pente était trop importante. Comme ça, en travaillant en plat, on a beaucoup plus envie d'y aller dans les vignes. Parce que c'est en étant dans les vignes manuellement qu'on voit comment la vigne elle évolue, qu'on voit aussi s'il y a des maladies, qu'on voit si la vigne se porte bien. Et l'avantage surtout des terrasses, donc des vignes en escalier, c'est que le talus qui est derrière le rang emmagasine la chaleur. Le talus fait comme un radiateur et ça accélère vraiment les maturités. Dans les parcelles les plus hautes, les Bartel exploitent du pinot noir, qui donne un vin rouge. En plein cœur des vignes, Christian retrouve le père de Michel et Clément, qui a créé le domaine il y a 20 ans.
Donc quand je me suis lancé, beaucoup me disent « mais t'es fou, là, aller dans ces terroirs-là, d'être dans des montagnes défrichées, reconquérir la nature pour faire de la vigne, c'est un challenge fou, il faut pas y aller, t'as un boulot stable, pourquoi tu t'emmerdes à ça ?» Enfin, voilà, c'était la réaction des personnes. Et en fait, c'est un challenge, c'est vrai, mais c'était aussi le moment où il fallait l'oser parce qu'il y avait du potentiel ici, les terroirs n'étaient pas occupés comme c'est le cas peut-être ailleurs dans le vignoble, il y a beaucoup plus d'espace à réouvrir, et c'était le moment de le faire. Et là, je suis content que mes enfants reprennent, mais que ça donne peut-être aussi une idée à d'autres de suivre ce chemin-là. Les arômes sont vraiment expressifs. On est sur les petits fruits rouges, il y a un petit peu de fruits noirs, une petite touche épicée. Donc, je pense que ces vins-là, à l'aveugle, il y a pas mal de sommeliers qui pourraient se tromper et les placer dans des régions totalement différentes, parce qu'ils imaginent peut-être pas qu'on puisse produire des vins d'aussi grande qualité en Alsace. Après Albé, Christian parcourt la partie la plus réputée de la route des vins, où se succèdent les villages. Alors c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on traverse plein de villages tout à fait typiques. Ce sont des villages alsaciens qui la plupart sont encore un petit peu dans leur jus. Il y a beaucoup de maisons anciennes, à colombage, comme vous pouvez le constater. Tous ces villages en fait sont habités par des vignerons qui ont une culture particulière, à la fois de leur terroir, singulier, et en même temps de leur histoire. Donc quand vous partez du nord au sud, vous avez des tempéraments différents, vous avez des vins différents, des caractères différents. Dans le Haut-Rhin, le négociant en vin traverse Rigvir. Cette cité médiévale a gardé ses anciens remparts et sa tour-porte. Il protégeait des pillards le précieux vin élaboré dans les caves de ces maisons viticoles. Plus loin, apparaît un des paysages les plus spectaculaires du vignoble alsacien, le Rangen. Ce vignoble, planté sur des pentes qui atteignent 70% par endroit, est le plus escarpé d'Alsace. Aujourd'hui, c'est le début des vendanges. Donc la consigne reste la même, hein. Vous pouvez tomber, mais pas les sauts. Ici, la famille Chauffit exploite 5 hectares de vignes. Bernard, le père, et Alexandre, son fils, dirigent ce matin des vendangeurs rompus à cet exercice périlleux. Si on tombe, bon, il faut pas que le seau il tombe. Le vendangeur peut tomber, mais il faut qu'il sauve le seau dans un ultime élan d'action. Là, bon, mon seau commence à être plein. Ôtier! Dans le rang d'à côté, Christian Pion vendange lui aussi. La pente, voilà, elle est là, elle est permanente dans le Rangen. Donc oui, c'est fatigant. Et sûrement travailler des muscles qui ne travaillent pas tous les jours. Ça, j'ai fait de mes peines, mais ici, c'est aussi dur. Les vignerons travaillent ici leurs vignes selon une technique traditionnelle. Les rangs sont étroits, les pieds plantés proches les uns des autres et très près du sol pour garder la chaleur. Là, les raisins sont magnifiques. Ici, on a la quintessence de la production d'un grand vin. Il y a un terroir exceptionnel, son sous-sol, son exposition. On a tout le potentiel de produire vraiment des grands vins à la fois d'émotion et de garde. En plus, on est dans un paysage qui est unique, on domine toute la vallée de Thann. Et on a en face de nous la collégiale, qui est un bâtiment magnifique. On est en hauteur, on respire, c'est un lieu unique. Ce vignoble très ancien produisait déjà au Moyen-Âge un vin réputé jusqu'à la cour de l'impératrice d'Autriche. Abandonné au début du XXe siècle, il a été relancé par une poignée de vignerons il y a une trentaine d'années.
Aujourd'hui, grâce à leur travail, les vins du Rheingen sont mondialement reconnus. C'est sûr, quand tu vois le soleil qui se reflète dans le raisin, t'as envie de croquer dans chaque baie. Son goût unique, ce vin le doit à son terroir volcanique, le seul en Alsace, et à la structure très particulière de son sous-sol. Là, on voit très bien le secret de ce terroir-là. Avec ces roches qui sont très dures, mais qui sont aussi friables. Et donc là, on voit effectivement des interstices. Et c'est par là, justement, où la racine, elle va pouvoir descendre et va justement extraire cette minéralité-là, avec le contact avec la roche. Et là, le Rheingen, c'est à la fois un terroir de tous les extrêmes, et c'est aussi un vin de tous les extrêmes. C'est parmi les vins les plus riches, les plus concentrés d'Alsace. Christian, on vide? Ouais. Tiens. Le temps qu'il me bouge, je le fais encore. Oh, ça c'est du beau saut. Et le panier de Monia, je ne vais pas dire, mais Ça c'est un beau saut. ça c'est un beau saut. Hein. Cela fait 5 ans que Bernard travaille avec son fils. Voilà, une belle hôte. La jeune génération, ce qui est souvent très intéressant avec eux, c'est la dégustation. Dans la dégustation, ils sont très très bons. Parce qu'ils cherchent un peu pas les défauts, mais avant tout les qualités. Ils dissèquent le vin, ils réfléchissent, ils essaient de mettre un nom dessus. Et ça, nous, bon, moi je suis un peu plus terre à terre. Pour moi, c'est bon ou mauvais. Hein? À la limite, eux, c'est bon, il y a ça encore, il y a ça en plus. Et grâce à ça, ça permet quand même d'arriver au petit plus qui fait la différence. Et ce soir, les gars, il y aura une prime parce que le raisin est beau. Hein. Quand le chef est content, tout va bien. À quelques kilomètres de là, la route des vins conduit Pančica de Pape vers un des plus célèbres villages du vignoble. Il y a 30 ans, cette directrice de musée, originaire du Pays Basque, est tombée amoureuse d'un autre trésor de l'Alsace. Des chefs-d'œuvre d'art religieux monumentaux qui ont longtemps fait la notoriété de ces villages. L'Alsace est une terre richissime, en fait, de tout temps. On est au milieu d'un carrefour de communication entre les Flandres et l'Italie d'un côté, et entre le Royaume de France de l'autre côté des Vosges, et puis le Saint-Empire romain germanique de l'autre côté. Donc c'est très opulent, c'est très très riche. On le voit, la vigne, elle est partout. Et cette richesse fait qu'il y a les commanditaires pour acheter et commander ces œuvres immenses qui ornaient les églises. Et chacun essaie de montrer qu'il est plus riche que l'autre et donc essaie de commander l'œuvre la plus chère en s'alliant avec les artistes les plus réputés et les plus connus. Ce matin, Pančica se rend à Kaisersberg. Autrefois, ce village contrôlait une des rares routes qui reliait l'Alsace au Royaume de France. Une position stratégique qui a fait sa fortune. On est vraiment dans un village typique alsacien. Là, on voit le château, on voit les premiers remparts du XIIIe. Et puis après, les remparts, la ville va s'étendre, les remparts vont s'éloigner en fait, du château. Et là, par exemple, le pont fortifié, on est en 1514. C'est le seul pont fortifié d'Alsace. Vous voyez les machicoulis pour que les armes à feu puissent passer et puissent défendre la cité. C'est vraiment le cœur de la ville. Et ce qu'on remarque aussi, c'est les maisons en fait, qui sont là, avec ces encampements. Vous voyez, la partie saillante, qui est très typique de toutes ces maisons alsaciennes des 15e et 16e siècles, avec les colombages, mais déjà les éléments en grès, rose. Et toutes ces couleurs, ça donne le charme aussi à ces villages alsaciens, en particulier à Kaisersberg. Le chef-d'œuvre qui est venu voir Pančica se trouve au cœur de cette église. Derrière sa façade romane, subsiste un extraordinaire témoignage de l'art rhénan au XVIe siècle. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est tout le décor de cette église. Il faut lever les yeux vers la poutre de gloire. Et puis au fond, voir cet immense retable. Et ça, c'est exceptionnel, c'est rarissime.
Donc c'est vraiment une chance pour Kaysersberg d'avoir cette œuvre-là. Ce retable est remarquable pour sa taille monumentale et la finesse de ses sculptures. C'est comme une bande dessinée. Là, vous suivez l'histoire depuis l'entrée du Christ à Jérusalem, tout à fait en haut à gauche. Donc c'est le début de la Passion, jusqu'à la résurrection du Christ. Et tout ça, vous le suivez à travers des reliefs qui sont plus ou moins en relief, justement. Ceux du centre sont plus travaillés, plus en profondeur, avec plus de détails. Ceux sur les volets sont plus plats. On voit le Christ, Saint Jean à côté de lui. On voit Judas avec la bourse. Vous savez qu'il a trahi le Christ et qu'on lui a donné 30 pièces d'or contre cette trahison. Et même la prédelle, c'est-à-dire la partie en dessous d'un retable, le soubassement d'un retable, il a repris, et c'est assez classique, le Christ et les apôtres qui sont en buste et qui forment le soubassement de l'ensemble du retable. Et je pense que pour que le retable se voit de loin, c'est ça le principe en fait. Le prêtre est devant le retable et les fidèles regardent le retable. Et pour qu'il soit peut-être plus visible, ils ont choisi cette idée de la sculpture. Et le fait d'être en relief faisait qu'on le voyait mieux. C'est exceptionnel. Si Panchika est devenue une spécialiste de ces chefs-d'œuvre, c'est qu'une histoire particulière la relie au plus célèbre retable d'Alsace. À Colmar, elle est la directrice du musée Unterlinden qui vient d'être rénové. C'est elle qui a dirigé la nouvelle présentation de la pièce maîtresse des collections, le fameux retable d'Issenheim. Il a été peint au début du XVIe siècle par Matthias Grünwald. À l'origine, c'était une œuvre qui était dans une église très particulière. C'était l'église d'un hôpital. Et dans cet hôpital, on soignait les malades du feu de Saint-Antoine. Et ces malades-là, ils avaient soit des hallucinations terribles, soit ils avaient des gangrènes à toutes les extrémités du corps. Et là, on les faisait venir devant cette œuvre-là, devant ce retable-là. Ce n'était pas une œuvre, c'était une image de dévotion. Parce qu'en fait, ils venaient ici pour prier Saint-Antoine, qui est le monsieur qui est là à droite et qui est le saint patron de l'ordre, et évidemment pour prier aussi le Christ. C'est une œuvre qui marque, qui impressionne, parce que à l'époque, effectivement, ceux qui étaient malades et qui perdaient leurs doigts et leurs mains, ils se retrouvaient face à un Christ. Quand vous regardez les doigts tétanisés par la mort, quand vous regardez le corps qui est lacéré par la flagellation, ils s'y retrouvaient, ils se disaient « Oh, moi je souffre, mais finalement lui souffre plus que moi », donc ils se retrouvaient là. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est vrai que c'est le corps du Christ. Mais je crois que ce que j'apprécie aussi, c'est le jeu de toutes les mains, c'est se dire qu'il y a ça, le Christ, il y a les mains de Marie-Madeleine, il y a les mains de la Vierge, il y a le doigt de Saint Jean-Baptiste. Enfin, je trouve que cet artiste, il a une façon de représenter les mains, moi qui me touche en fait, surtout dans cette crucifixion. Ce retable monumental, de 6 mètres de large et 4 mètres de haut, est aujourd'hui présenté sur 3 rangées de panneaux. Mais à l'origine, ils étaient rassemblés dans une même caisse. Fermée, elle représente la crucifixion. Mais une fois ouverte, apparaissent la Vierge et la résurrection. Voilà, le Christ, qui était un homme mort sur la croix, terrifiant, avec ses doigts tétanisés par la mort, le voilà. Et ça, c'est le peintre, il est génial, parce que ça, c'est une invention totale. Il fait ce Christ qui n'est plus rien. Si vous regardez bien, il n'y a plus de matière, c'est que de la lumière. Il ressuscite et puis il s'élève dans les airs. Et le linceul qui entourait son corps mort, il prend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour venir dans la lumière. Après la résurrection, une scène beaucoup plus effrayante. Des monstres et des bêtes féroces attaquent Saint-Antoine, tandis qu'à ses pieds, des malades meurent dans d'horribles souffrances. Un impressionnant mélange de naturalisme et de symbolisme. Une fois tous les volets de la caisse ouverts, voici la scène centrale que révèle le retable. La sculpture de Saint-Antoine.
Suivant les fêtes, on ouvrait une première fois, on ouvrait une seconde et dernière fois. Et à chaque fois, on avait des histoires différentes qui étaient racontées. Et donc là, le cœur du retable, dédié quand même au personnage le plus important du lieu, c'est Saint-Antoine. C'est le personnage qui est assis sur un trône, ce qui est rarissime. C'est toujours le même, celui avec sa grande barbe et son petit cochon et sa crosse qui se finit comme un T. C'est Saint-Antoine. Il est sévère, hein, il est là parce qu'il est là pour vous guérir, mais aussi pour vous donner la maladie si vous ne priez pas Saint-Antoine. Le musée Unterlinden est installé à 2 pas de la collégiale Saint-Martin. Sa tour domine toute la ville. Un point de vue privilégié pour l'architecte chargé de la préservation de Colmar. Voilà, ici on arrive sur le meilleur point de vue sur la ville. Puis devant nous se déploient les vieilles maisons du centre-ville. À 50 mètres au-dessus des toits, Grégory Schott observe les bâtiments qui témoignent du temps où Colmar était une ville libre du Saint-Empire romain germanique. On reconnaît là la maison la plus ancienne, la maison Adolphe, qu'on reconnaît à ses arcatures gothiques, qui est contemporaine de la collégiale. Et puis le corps de garde, qui est un bâtiment public, se tenait la garde de la ville. On a 4 ou 5 siècles d'histoire ici, à nos pieds. Dans les rues de la vieille ville, certaines maisons remarquables racontent la prospérité des bourgeois entre le Moyen-Âge et la Renaissance. On est face à la maison Pfister, au cœur du centre-ville de Colmar. On a ici une architecture gothique. On a une maison avec un oriel d'angle qui est sur 2 niveaux, un niveau en pierre, en grès jaune de Rouffach, et un niveau en bois, avec cette balustrade. Cet édifice est exceptionnel parce qu'il est caractéristique de la période Renaissance rhénane. On a ici un bâtiment qui est symbolique de la puissance des marchands, mais aussi de leur savoir, et ils veulent montrer qu'ils sont cultivés. C'est une période dite de l'humanisme, donc on a une représentation ici de cette culture humaniste, typiquement au XVIe siècle dans le bassin rhénan. Pour afficher leur notoriété, les propriétaires font apposer leurs portraits sur la façade. Pour les murs, ils demandent aux plus grands artistes de l'époque de peindre des décors. On y retrouve les grands empereurs germaniques, mais aussi des blasons de l'Empire et de la ville de Colmar. À quelques rues de là, voici le plus vieux bâtiment administratif de la cité, le Coiffus. Son portail est orné d'un aigle à 2 têtes, le symbole du Saint-Empire romain germanique. Alors ici, on rentre dans la partie administrative et politique de la ville de Colmar. Là, on arrive dans une pièce remarquable, la salle du conseil. C'est ici que se réunissaient les députés de la Décapole, la fédération des 10 villes impériales d'Alsace, fondée au milieu du XIVe siècle. Donc c'est une salle de représentation très ornée. Sur les vitraux, on a les blasons des villes qui sont alliées avec Colmar. Il y a 10 villes qui se sont alliées à la ville de Colmar pour défendre leurs intérêts. On a aussi ces colonnes torsadées très décorées, qui sont toutes différentes les unes des autres. C'est une salle assez luxueuse pour accueillir les différentes communes de la Décapole. Parmi les villes les plus célèbres de cette alliance, on comptait Haguenau ou encore Münster. À la sortie de la vieille ville, 2 tours dominent l'autre quartier qui fait l'identité de Colmar, le quartier impérial. Il a été construit par les Allemands lors de l'occupation de la ville entre 1871 et 1918.
Située au cœur d'un parc, cette tour néo-médiévale est le symbole de ce nouveau quartier. Elle cache en fait un bâtiment utilitaire qui a marqué l'entrée de Colmar dans une ère nouvelle. Ce château d'eau est indispensable à l'urbanisation du nouveau quartier allemand qui se crée. Ces nouveaux quartiers pour les notables, pour les gens, les nouveaux fonctionnaires qui arrivent en masse à Colmar, veulent toute la modernité, donc un château d'eau, l'eau courante, l'assainissement, des rues larges, aérées et le moins possible de problèmes sanitaires dans ce nouveau quartier, contrairement à ce qui se passe au centre-ville, zone insalubre à l'époque. À côté des jardins du château d'eau, voici la cour d'appel de Colmar. L'ancienne cour de justice allemande dont la construction commence en 1902. Certains décors de ce bâtiment rappellent le célèbre palais du Belvédère de Vienne. Dans le prolongement du boulevard, la gare est l'autre emblème de cette époque, avec son donjon de 36 mètres de haut. Alors on a une élévation là, de la gare qui est impressionnante. Un grand bâtiment avec un pignon Renaissance quasiment, en briques et grès. Et ce donjon très marquant dans le paysage urbain qui est là pour impressionner en quelque sorte. Pour dire, voilà, on est sur un monument. Au sommet du pignon, vous avez aujourd'hui les armes de la ville de Colmar avec la massue. À l'époque, c'était le symbole de l'Empire germanique, l'aigle à deux têtes. L'Empire allemand veut bien marquer son territoire, en quelque sorte, aux portes de la France. À l'époque, les Allemands ont besoin du train pour des raisons militaires. L'idée était d'irriguer les vallées vosgiennes assez rapidement depuis Colmar pour pouvoir monter éventuellement, en cas d'attaque française, des troupes très rapidement pour aller au plus près des zones de combat. Grégory emprunte maintenant l'escalier de service pour se rendre au sommet de la tour de la gare. Alors voilà, on y est, c'est le sommet de la tour, de l'horloge. On est à l'étage des horloges, à environ 35 mètres du sol. Et puis ce qu'on peut voir ici, c'est ces petites échauguettes qui donnent des vues sur la ville. Et là, sur l'avenue Poincaré, ce quartier, c'est une vitrine pour l'architecture contemporaine du début du XXe siècle. On a un certain nombre de maisons art déco. Et ce quartier va poursuivre son urbanisation, évidemment, après la Première Guerre mondiale. Et on aura un certain nombre de grands équipements, comme des hôtels, la chambre de commerce, qui vont s'installer entre les deux guerres, sur la place de la gare. Colmar, c'est une commune qui a su allier ce passé de ville frontière en prenant le meilleur, finalement, des Allemands, des Français. Et je pense que c'est une ville qui est reconnue pour cela, effectivement. Entre Colmar et Strasbourg, l'Alsace possède un espace naturel unique en Europe. Le Grand Ride. Ce territoire de 70 km de long est bordé d'un côté par l'Ill, une rivière qui coule jusqu'à Strasbourg, et de l'autre par le Rhin. Cette ancienne zone inondable a été asséchée au fil du temps pour augmenter les surfaces agricoles. Il est 7 h du matin. Christian Müller et Serge Dumont se préparent pour un vol au-dessus du Ride. Il faut prendre le sens du vent pour que le vent aide à gonfler. Là, il est à peu près bien. Je vais commencer à chauffer la flamme et il va se lever. Christian Müller a spécialement adapté cette montgolfière pour survoler ces paysages aujourd'hui en danger. C'est un moyen silencieux, c'est décoller comme dans un rêve. Après, vous avez vu le paysage magnifique, c'est un rêve, quoi. Un rêve. Christian et Serge sont scientifiques. Ils observent les transformations du Ride depuis 30 ans. Au moment du décollage, un tapis de fleurs typiques se déroule à leurs pieds. Bon, ce qui est magnifique, c'est qu'on voit toutes les colchiques. Hein. Ouais. Là, ce qui est particulier avec les colchiques, c'est qu'à cette période, tu ne vois que les fleurs. Que les fleurs. Et les feuilles
et la capsule ne vont apparaître qu'au printemps. Si on regarde ici, on a des roseaux, donc on voit bien que finalement ce sont des plantes de zone humide. Et le terme ride vient d'un vieux terme allemand, ride qui veut dire roseau. Ouais, c'est ce que je préfère avec ma dinabule, c'est raser les arbres. On ne se les mange pas. Un chevreuil là, dans le maïs. Ce ride, je l'ai connu il y a 20 ans quand j'ai commencé à faire de l'ornitho. On allait se cacher dans les arbres et on voyait des affûts avec des biches, des hardes. J'avais amené un copain parisien, il a cru que je l'avais emmené dans un zoo tellement c'était magnifique. Il faut le préserver pour qu'on ait encore des oiseaux migrateurs, qu'on ait encore des orchidées à voir. Et là, plus on voit, plus les prairies disparaissent, plus le maïs est là. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est en train de disparaître et ça disparaît à très grands pas. Régulièrement, les deux chercheurs constatent les conséquences de l'agriculture intensive qui grignote les prairies du Ride. Environ 70% de ces espaces naturels ont été transformés en champs de maïs depuis les années 60. On a le bon axe finalement de vol, parce qu'on voit que là-bas c'est que du maïs. Et là c'est la seule bande finalement de prairies. Ces prairies du Ride, ce sont des timbres-postes vus du ciel. Il y a beaucoup de cultures intensives de maïs, c'est la plaine du maïs, la plaine d'Alsace. Parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a une nappe phréatique, c'est la plus grande réserve d'eau douce d'Europe. On considère que la partie alsacienne, c'est 50 milliards de mètres cubes d'eau sous nos pieds. Christian et Serge survolent maintenant le Ride noir, une zone particulièrement menacée. Ça en fait encore des rares zones où il y a encore des déhais un peu partout ici. Ah, là d'ailleurs, il y a des mares, là. Magnifique zone humide ici, magnifique. La nappe phréatique, elle a fleur et la moindre dépression forme une mare. Ce que j'adore, c'est ce bouquet d'arbres au milieu. Excellent. Et c'est quoi? C'est un aulne glutineux. Ah, la Linus glutineuse. Ça fait partie des rares arbres justement qui supportent les sols du Ride noir. Donc on voit bien là l'aulne glutineux, superbe. Et là, il y a le cornouiller sanguin le cornouiller au milieu, qui commence à rougir. Ouais. Ça va, dans quelques jours, ça va être superbe les couleurs. C'est toute cette végétation que l'on trouve ici qui fait la richesse botanique du Ride. Alors regarde là-bas, on devine la présence d'une petite rivière bien dissimulée par la végétation. C'est en bordure de cette prairie que se trouve l'une des merveilles de la région. Ici, on l'appelle la Belle Source. Elle se cache derrière cette rangée d'arbres. Superbe. Elle est toujours aussi belle. Cette belle source. Ce trou de tonnerre, comme on dit en alsacien. Il faut bien se rendre compte, c'est une petite rivière phréatique, qui va courir sur quelques kilomètres avant de se jeter dans une plus grosse rivière, qui est la Tsems, et qui, elle, va encore aller plus loin pour se jeter dans le Rhin, donc, parce que toutes les rivières finissent ici dans le Rhin. Et ce qu'on voit ici, c'est une résurgence de la nappe phréatique. Et à certains endroits, cette eau sort sous pression avec des petits cailloux de sable qui dansent vraiment sur le sol. Comme ça bouillonne, c'est assez extraordinaire. C'est d'ailleurs unique en Europe d'avoir ça. Dans cette eau à la température constante, pousse une plante typique du Ride noir, le potamo coloré. Un peu plus loin, un banc d'épinoches. Ces poissons et ces plantes sont de précieux indicateurs de la santé de cette rivière phréatique. Les espèces qu'on trouvera là, on ne les trouvera pas ailleurs. Elles sont vraiment inféodées à ces milieux tout à fait particuliers. Et donc c'est important pour que ces plantes persistent, qu'il n'y ait pas d'infiltration de nitrates due aux cultures qui sont en périphérie. C'est pour ça que cette source, si on veut la préserver, il faut aussi préserver toutes les prairies qui sont autour, parce que c'est là aussi que les eaux vont s'infiltrer et que s'il y a des nitrates, ça va arriver là. Christian Müller observe à présent un milieu rare, situé en bordure du Ride. L'île de Rhino. À gauche, s'écoule le Vieux Rhin, l'ancien lit naturel du fleuve. Et à droite, le canal aménagé pour la navigation des bateaux.
Entre les deux, cette forêt alluviale, toujours inondée par les crues du Vieux-Rhin. On la surnomme la petite Amazonie d'Alsace. Christian a rejoint un autre passionné qui fait découvrir au public cette forêt galerie parmi les dernières d'Europe. Voilà un petit bouquet d'arbres, 3 arbres beaucoup plus clairs. Le peuplier blanc donc, qui a été apporté là par le fleuve. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que des espèces assez communes atteignent des dimensions qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Parce que justement, avec ces inondations, ils reçoivent de l'eau, ils reçoivent de la nourriture. À une époque, ils en ont plus besoin, donc ils sont plus grands, plus forts que partout ailleurs. Tu as 70 espèces d'arbres, des arbustes, des buissons, alors que dans la partie des forêts alsaciennes qui ne sont plus inondables par le fleuve, tu as 30 espèces. Les deux hommes s'enfoncent à présent au cœur de cette forêt immergée. Vu du ciel, c'est un vrai labyrinthe. En 2004, plusieurs bras ont été creusés pour que l'eau puisse circuler et alimenter à nouveau les étangs de l'île. C'est là. À chaque détour, on retrouve un autre paysage, c'est ça qui est... Voilà. Et voilà l'étang de la Sage-Femme. Après avoir circulé dans le dédale, on arrive dans cet espace ouvert. Époustouflant comme paysage. Surtout, on a l'impression de revenir en arrière dans le temps. C'est le Rhin comme il était avant qu'il soit canalisé, lorsqu'il avait tous ses bras, ces 3000 bras qui allaient de part et d'autre. Et puis, commencer en plus que c'est une réserve qui est maintenant protégée, je pense qu'on l'aura pour quelques centaines d'années, au moins, j'espère. Ce qui est magnifique, c'est que sur un petit morceau de territoire, on a des prés inondables, on a ces anciens bras du Rhin, on peut passer des semaines à découvrir des endroits que moi qui ai grandi ici, que je ne connaissais pas encore il y a quelques années. Pendant que les deux hommes finissent leur navigation, un autre observateur de la biodiversité de l'île de Rhino entame une plongée. Serge Dumont filme régulièrement la richesse de la vie subaquatique. Il a effectué des milliers d'heures d'exploration dans les forêts immergées du Ride. Plonger dans cette rivière, c'est assez formidable car les eaux sont très riches. On a du mal à l'imaginer au premier abord, mais il y a une grande diversité de plantes, de nombreuses espèces de poissons, de crustacés. Là, par exemple, on voit la nageoire caudale d'un silure. Le silure, il chasse la nuit et se cache dans la journée dans les endroits sombres. Ici, il se cache dans les racines d'un arbre. Le silure est un poisson de grande taille originaire du bassin du Danube. Là, ce sont des gobies. Ils aiment bien se cacher sous les écorces ou sous les pierres au fond des rivières. Ce sont des habitats appréciés par de nombreuses espèces. Sous cette pierre, c'est un gobie de Kessler. Les gobies sont des poissons invasifs. Il y a maintenant 3 espèces de gobies en Alsace. Un peu plus loin, Serge Dumont filme un brochet. Ce carnassier est particulièrement sensible à la qualité des eaux dans lesquelles il évolue. La rivière sert aussi de refuge à d'autres espèces plus insolites. Regardez cette éponge. Elle fait plus d'1 mètre de long. Elle est à peu près au centre de la rivière, accrochée à l'extrémité d'un arbre. Avec le soleil en arrière-plan, c'est vraiment splendide. Et ça, c'est la surprise du jour, parce que la dernière fois que je suis venu ici, il y avait beaucoup de poissons, mais je n'avais pas vu d'éponge. Elle est vraiment magnifique. Si l'on trouve beaucoup de poissons ici, c'est parce qu'il y a de nombreux abris, comme des arbres immergés ou des amas de branches et des plantes aquatiques. Ces arbres créent aussi des zones de calme et des zones avec plus de courant dans la rivière. Il ne faut pas oublier que c'est la diversité des habitats qui permet d'accueillir la biodiversité animale et végétale. Et le plus souvent, les espèces disparaissent justement à cause de la perte des habitats.
Et voir autant de vie dans cette rivière aujourd'hui, c'est la preuve qu'elle est en bonne santé. Il est important pour moi de filmer ces milieux aquatiques pour faire connaître toute cette biodiversité et expliquer comment la préserver et même comment favoriser l'implantation. Nous quittons les rives du Rhin pour retourner dans le massif des Vosges. Sur les Hautes Chaumes, des fermiers de montagne s'efforcent de maintenir la tradition de l'élevage. Ils élèvent des vaches de race vosgienne pour produire le fameux fromage de Münster. C'est ici qu'un des fromagers les plus réputés d'Alsace vient chercher ses produits. On est sur les terres de la Vosgienne. On est dans le parc naturel des Ballons des Vosges. Nous sommes dans une alternance de forêts primaires, un petit peu, qui sont plus en contrebas, et ces fameuses chaumes où les bêtes du massif, dont les Vosgiennes principalement, vont paquer toute la période d'été. Ce que recherche Jackie Queneau, ce sont des fromages d'excellence, parmi lesquels des Münster fabriqués au lait cru de vaches de race vosgienne. C'est des produits qui sont quand même très rares, donc c'est vraiment une diffusion très locale. Nous sommes dans un territoire, effectivement, où des produits ne peuvent s'exprimer que parce que c'est un petit terroir. Ce sont des niches, en fin de compte, où la pratique pastorale a été préservée. Jackie se rend dans la vallée de l'Inntal, à la ferme des Pensées sauvages. C'est ici que François Baumann travaille en famille pour produire un des seuls Münster bio du massif. Ce matin, il démoule une trentaine de fromages fabriqués la veille. Pour bénéficier de l'appellation Münster fermier, il doit utiliser uniquement du lait cru entier produit dans sa propre ferme. On est encore 3 producteurs de Münster sur le village et il n'y a pas un fromage qui se ressemble. Ils ont chacun leur identité, on va dire. C'est de l'alchimie. Nous, on récolte près de nos vaches un lait dont on n'a aucune idée ce qu'il y a dedans. François cultive aussi lui-même ses propres ferments lactiques. Et pour le salage, il utilise uniquement du sel certifié bio. C'est vraiment un métier qui nous lie à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là en haut, sinon être paysan? Et être là en haut, quel bonheur aussi. On descend dans la cave tous les jours. C'est pas quelque chose, on le met en cave et on l'oublie. Il y a un vrai travail d'accompagnement. Les Münster sont affinés sur ces planches de sapin à une température constante de 11 degrés pendant au moins 21 jours. On a la caricature, le Münster que les Parisiens connaissent, qui pue, qui est très rouge. Là, on est dans la cave, il n'y a pas d'odeur agressive et pourtant, il y a 800 Münster là-dedans qui mûrissent. Mais notre fromage, on ne cherche pas à le pousser trop à la caricature parce que quand il est trop rouge, il est moins digeste. On enlève souvent la croûte. Et là, nous, on peut le manger avec la croûte. À la fin de chaque été, Jackie Queneau vient ici pour une dégustation des fromages de la saison. Il va goûter un Münster âgé de 3 semaines. Je le sors carrément, je prends les doigts. On est à la bonne franquette. On a un fromage qui a une très belle structure. Et il y a 2-3 trous dedans, ce qui est normal. Ça me prouve que c'est un fromage au lait cru. Donc, le fromage en proprement parler est un petit peu crayeux, ce qui est normal parce qu'il est jeune. Mais il est très délicat, très fin. Le Münster, souvent on dit, c'est un fromage qui est puissant. Il est puissant en odeur, effectivement, mais en goût, il est sous la crème, il est dans la délicatesse. À l'issue de la dégustation, le fromager va retenir le Münster de François afin de le proposer à ses clients. Pour continuer sa prospection, Jackie emprunte la fameuse route des Crêtes. La pratique, en fin de compte, agricole, permet que les vallées vosgiennes ne se referment pas.
Nous avons des femmes et des hommes qui vivent de ce massif, qui continuent à entretenir en fin de compte la pâture et qui ont un intense respect en fin de compte de ce massif. C'est leur fierté. Le fromager arrive à la ferme de montagne de Florent Campello, à 1200 mètres d'altitude. Nous sommes au mois de septembre. On se prépare à vivre un temps fort de l'année. Mais pour Gertrude. Non, ça, Erika. Dans l'étable, c'est l'effervescence. Ce matin, Florent Campello prépare son troupeau pour la transhumance. Ça, Gertrude. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, alors nous, on va se faire propre. Et les vaches, on les fait aussi propres. Alors, c'est comme un bijou pour 2 jours dans l'année. Donc, au printemps, quand on monte, et en automne, quand on descend. Dans quelques heures, les bêtes de Florent vont rejoindre la vallée pour y passer les mois d'hiver. Ça va ou pas? Impérial, elle va flotter dans le collier là. Moi, à mon avis, c'est froid aussi. Essaye, mais c'est froid. C'est un moment unique, quoi. On les compte, les transhumants dans une vie, parce que c'est tellement important pour nous que ça se compte. C'est pas juste comme ça, hop, on va au restaurant quelque part et c'est fini. Non, nous, on les compte, les transhumants, parce que c'est quelque chose de très important pour nous. Le tout pain, le gris, là. Non, ouais. Certaines vaches portent des toupins, de grosses cloches lisses au son grave. D'autres des clarines, qui sont traditionnellement ornées de gravures. On attribue les cloches en fonction de l'animal. Donc ça veut dire que si l'animal est plus méritant, on lui met peut-être une plus grande cloche. Si maintenant on sait qu'il y a une vache qui ne veut plus porter ou qu'il y a eu un souci avec elle, alors on met peut-être une cloche un petit peu moins belle que les autres. Mais toujours dans la beauté. Mais la taille des cloches, on l'attribue en fonction de l'animal, de ce qu'elle a donné à la saison d'été. C'est une récompense. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, celles qui ont les grosses cloches, donc les toupins, elles savent qu'elles vont être les meneuses, elles savent que c'est des reines, quoi, aujourd'hui. Puis on a 2 où on va mettre des sapins dessus, où ça, c'est vraiment les 2 vaches qui ont marqué la saison, ou qui marquent le troupeau ou l'élevage. Une de nos reines. C'est les reines du troupeau, c'est elles qui vont mener le troupeau jusqu'en bas de la vallée. Aujourd'hui, la transhumance est un événement qui attire du monde, car peu d'éleveurs perpétuent cette tradition dans le massif. C'est toujours Florent qui ouvre la marche de ce grand déménagement automnal qui va durer 3 heures. C'est une fierté, mais c'est avant tout une vie, je dirais. Parce que si on n'avait pas ça, on n'arriverait pas à vivre. Il nous manquerait quelque chose à nous. Et c'est... Ouais, c'est plus qu'une fierté, c'est comme un sacerdoce. On donne notre vie à notre montagne et à nos animaux. Florent Campello est l'héritier d'une génération d'éleveurs passionnés qui ont sauvé la race vosgienne dans les années 70. Elles sont contentes, elles savent qu'elles ont produit du lait plein l'été et puis qu'elles ont, en un sens, remercié l'éleveur pour ce qu'on faisait pour elles. Et puis quand elles descendent comme aujourd'hui, elles savent très bien qu'elles vont retourner vers des jours hivernaux où elles seront tranquillement installées à l'étable. Et pour nous, c'est une récompense et pour elles, c'est dire merci tout simplement avec leur façon. À mi-chemin, le troupeau doit emprunter une longue descente à travers les chaumes. Allez, Philippe, allez! Ça, tout le monde, allez, allez, ouf qui vaille, hop! Un passage difficile que Florent et son équipe surveillent particulièrement. Elles savent où c'est qu'elles mettent le pied, elles le savent exactement. Et avec les animaux, il n'est jamais arrivé quelque chose. Avec les hommes, plus d'une fois. On en prend plein les oreilles, d'une part. Ça, c'est une réalité. C'est très physique. Le paysage est grandiose. Et cette synergie, cette énergie qui émane du troupeau avec les gens qui le guident pour qu'ils prennent la bonne direction, c'est fantastique.
Pendant toute la descente, Florent garde toujours un œil sur ses vaches. Doucement, doucement. Une après l'autre. Hop, une attend. Voilà, Betty. Voilà, allez, fumato. Nous, avec la montagne, on forme et ces valeurs-là, nos ancêtres, bien avant nous, l'ont déjà su. Et nous, tout ce qu'on aimerait, c'est continuer dans ce sens-là parce qu'on veut surtout pas que ça se perde. Parce que vous voyez maintenant, aujourd'hui, avec les gens qui sont avec nous, les amis, ceux qui aident toute l'année, c'est un moment où vous ne vivrez pas ça dans un autre élevage, à part la montagne. Et quand les vaches arrivent enfin dans la vallée, c'est Gertrude, la reine du cortège, qui conduit les bêtes dans le pré. C'est une saison qui se termine et puis une autre qui commence. Donc là, on va commencer en automne. Les vaches vont continuer maintenant, recommencer à être à l'étable un petit peu le soir dedans. Et puis, c'est une nouvelle saison qui commence. C'est la fin d'une, mais à partir de maintenant, c'est une nouvelle qui commence. Pour faire honneur à ces vaches, Florent et ses amis ont récemment participé à la création d'un nouveau fromage, le cœur de massif. Un fromage composé à 100% de lait de Vosgienne. Nous quittons l'Alsace pour nous diriger vers la Lorraine. Située au bord de la Moselle, la ville d'Épinal abrite la dernière imagerie en activité dans le monde. La fabrique Pellerin. Après des années de silence, les murs de cette manufacture résonnent à nouveau des cliquetis d'une vieille dame. Cette machine vient de reprendre du service après 30 ans d'arrêt. Il est beau là. Voilà. Pendant plus de 200 ans, cette imprimerie a fait la réputation de la ville dans le monde entier. Car c'est ici que sont nées les fameuses images d'Épinal. Elles étaient produites en série par cet aquatype, une mécanique inventée au début du XXe siècle. Avec cette machine, en fait, on travaille exactement comme autrefois. C'est-à-dire que là, le geste de David, c'est un geste qui date de 1905. C'est une machine qui est la dernière en activité au monde, je pense. En 1900, c'était l'équivalent de la révolution digitale. Voilà, c'était une palette graphique. À l'époque, on coloriait les images à la main, donc chaque couleur, un pochoir fait à la main, ça prenait beaucoup de temps. Cette machine-là, elle permet de passer jusqu'à 9 couleurs sur une seule image, donc ça permettait d'être très rapide. À l'époque, c'est une machine incroyable, magique. C'est vraiment l'esprit des planches à découper des enfants d'autrefois, quoi. Si l'aquatype était parfait, ce serait pas bien. En fait, carrément, il faut que ça bave un petit peu, ça montre justement ce côté, voilà, c'est pas la perfection. La perfection, c'est pas forcément joyeux, quoi, c'est pas joli. C'est l'aquatype. Donc l'aquatype, on le reconnaît aussi à ça, quoi. C'est ce côté un peu bavé, quoi, voilà, un peu pas exactement dans la ligne, quoi. On n'a pas souvent la chance de réveiller une vieille dame comme ça. On en prend grand soin parce qu'elles sont des machines anciennes, mais je veux dire, elles sont relativement simples. Et ça nous permet de sortir des choses superbes avec une patine. Par exemple, ces couleurs-là, les gamins ils vont pouvoir jouer avec. La couleur, elle partira pas au bout de 5 ans. Voilà, la couleur sera toujours la même, très vive, très jolie. En 2014, Christine Lorimi et Pacom Vexlar, 2 enfants du pays, ont décidé de faire revivre cette manufacture, séduits par une incroyable collection qu'ils rééditent aujourd'hui. On a des archives de 100, 150, voire 200 ans. C'est inépuisable parce qu'on a ici des centaines de milliers d'images différentes. Et c'est un trésor, c'est un fonds iconographique phénoménal en fait. Dans ces combles est conservée toute l'histoire de l'imagerie. Ici, on trouve des dessins et des planches originales qui ont fait rayonner la fabrique depuis la fin du XVIIIe siècle. De 1890 à la Première Guerre mondiale, c'est l'apogée de l'imagerie d'Épinal. Plus de 150 ouvriers travaillent dans ces ateliers et produisent jusqu'à 13 millions de planches par an.
Des dessins et des jeux bon marché distribués en masse jusque dans les campagnes les plus reculées. C'est sur ces étagères que Christine Epacôme cherche l'inspiration pour remettre au goût du jour ce précieux patrimoine. Pour refaire la série des petits cahiers et des abécédaires. Exactement. C'est inestimable parce qu'on retrouve des couvertures d'ouvrages qui ont été édités à l'époque par l'imagerie d'Épinal, parce que l'imagerie était aussi éditeur. Et là, on a une multitude de couvertures. Alors voilà, typiquement le loup et l'agneau, voilà, c'est un grand classique. Ça, typiquement sur une couverture avec la fable à l'intérieur, des lignes d'écriture en fonction des vers, c'est des choses qui vont amuser les enfants lors du ludique et en plus, ils vont apprendre la fable. Au XIXe siècle, ces images éditées à la gloire de Napoléon sont un véritable succès commercial. Elles ont forgé la renommée de l'imagerie qui traduisait ces planches en une dizaine de langues. Loin d'avoir terminé l'inventaire de ce fabuleux grenier, Christine Epacôme ont déjà dénombré plusieurs dizaines de thématiques différentes. On est venu des centaines de fois, je crois. Enfin, je sais plus quoi, en 2 ans. Et à chaque fois, on se dit, bon, là, je crois qu'à peu près, on sait où sont les choses. Et c'est un truc d'archéologue. Vous tirez un truc, et là, il apparaît un bestiaire incroyable, un jeu de Satan. Enfin, on se dit, ah mais oui, c'est vrai, c'était la période du spiritisme, et bien sûr. Donc, je sais pas, c'est comme des couches de sédimentation, en fait. On a l'impression à chaque fois de découvrir des pans d'histoire de France. Alors, une histoire de France très particulière, parce qu'en réalité, elle était racontée en actualité. Donc, vous avez l'actualité du moment, avec tout le manque de recul que ça implique. Donc on a des choses qui sont assez piquantes quand vous êtes au moment de l'affaire Dreyfus, de la séparation de l'Église et de l'État. Et là, vous avez en fait ce que pensaient les gens, le sens du courant populaire, on va dire, à l'instant T. Donc c'est une histoire de France non revisitée. En fait, c'est chaud, c'est de l'actu chaude de l'époque. Celle-ci. Ah oui, on a la série. On a la série Pop Art. Ça pour faire des t-shirts, c'est très bien. Ouais, exactement. Non, mais les deux, mais carrément. Là, j'en ai une autre. Aujourd'hui, Christine Epacôme détourne les gravures. Entre leurs mains, ces images du passé deviennent des icônes modernes. Oh là, elles sont super belles, celles-là. Ces deux-là, il y a une possibilité infinie de déclinaison. Regarde. Pour moi, c'est du tissu d'ameublement et art de la table. Après, on en trouvera d'autres. Oui, oui, bien sûr. Non, mais là, tu as déjà une structure pour présenter aux clients, en fait. Elles sont moi, j'adore. Tu te rends compte, les couleurs, elles ont, je sais pas, 150 ans. Vraiment, c'est presque pop art, quoi. On a des violines, des fuchsias, des rouges vifs, des rouges sang, des choses très, très, très tranchées quand même, quoi. Y compris pour des images pieuses, parce que n'oublions pas qu'à l'époque, c'était distribué dans les campagnes par des colporteurs, et que ces images pieuses, elles étaient destinées à des agriculteurs, à des paysans, à des gens qui ne savaient pas forcément lire ou écrire, donc il fallait que l'image soit parlante. Elles avaient aussi une fonction, ces images religieuses, protectrices du foyer. Et donc il fallait que les gens soient heureux de les avoir, et qu'elles soient belles à regarder, très joyeuses, quoi. C'était joyeux. Moi, à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais c'est dingue. C'est dingue. Christine Epacôme font aussi régulièrement appel à de jeunes créateurs pour concevoir des œuvres d'art contemporaines en utilisant les techniques et les images du passé. Ce matin, David fait des essais de couleurs pour le projet d'un artiste de street art. C'est encore des fluos. Ouais, c'est des dégradés de fluo entre fluo. Ouais, et puis Chat Noir réalise ici sa deuxième collaboration. Là, tu vas voir ce que ça donne. J'ai fait un essai avec le orange. On a quelques centimètres de dégradés hyper jolis là. Ouais. L'imagerie d'Épinal, pour moi, c'est les bons points qu'avaient les anciennes générations. Donc ça sonne effectivement avant-guerre, après-guerre, etc. On parle de la vieille France un petit peu quand j'entends ce mot-là, l'imagerie d'Épinal. Mais ce qui m'a intéressé, c'était de parler un peu de la tolérance et de l'acceptation et de l'amour fraternel. Donc cet ange-là, avec son traité un peu ancien, m'a tout de suite plu. Je me suis dit, je vais pouvoir passer mon message à travers ce dessin aussi, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis des couleurs arc-en-ciel qui représentent l'amour universel. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que ces racines, ce tronc d'arbre, ce tronc très fort, il permet aujourd'hui de faire repousser de nouvelles branches avec un nouveau feuillage, avec de jeunes illustrateurs
Voilà, de nouveaux produits à inventer et on n'en est que le dépositaire pour quelque temps avec Pacôme. Cette entreprise-là, on a 220 ans, donc notre boulot à nous, c'est de faire en sorte qu'elle sorte du XXIe siècle. Et donc qu'à un moment donné, on soit un passeur. Il y a eu des passeurs avant nous, il y aura des passeurs après nous. À quelques kilomètres d'Épinal, cet avion entame un survol au-dessus d'une rivière qui a marqué l'essor de la région, la Moselle. À bord, Simon Edelblut s'intéresse à l'histoire des sites industriels qui bordent le cours d'eau. Le vol du géographe commence quand la rivière quitte le massif des Vosges où elle a pris sa source. Donc voilà, on arrive dans le sillon lorrain, qui est cet axe majeur de la région Lorraine, ou plutôt de l'ancienne région Lorraine, puisque maintenant c'est la région Grand Est. Donc cet axe majeur, ou cette épine dorsale, ou cette colonne vertébrale, en fait, elle s'organise le long de la Moselle, et c'est là que s'est concentrée l'industrialisation et que se concentre l'urbanisation de toute la Lorraine. À partir d'Épinal, le géographe va remonter la Moselle jusqu'au Luxembourg. L'avion va passer au-dessus des boucles de la rivière avant d'arriver à Metz. Il va ensuite survoler les vallées de l'Orne et de la Fensch avant de finir son vol aux abords du village de Schengen. Simon s'approche d'abord d'une ville-usine fondée au XIXe siècle, Vincey. Donc l'ancienne usine, elle est là. C'est la seule usine qui reste dans les Vosges qui avait été bâtie en briques rouges. C'est l'usine Vincey-Porcieux et c'est une usine créée par des industriels britanniques en fait. Donc ils ont copié ce qu'on faisait au Royaume-Uni avec un beffroi, des créneaux. Et cette usine, elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. On voit très bien les cités ouvrières à côté et Vincey a été l'archétype de la ville-usine. Après Vincey, la rivière change de visage. Sur une quinzaine de kilomètres, elle vit au rythme des crues qui dessinent ces paysages plus sauvages. À partir de Griport, ici qui est en face, on arrive donc sur la Moselle sauvage. La Moselle a repris ses droits, donc elle change de cours fréquemment, elle déborde, elle s'étale un petit peu comme elle veut là-dedans. Donc la faune, la flore se développe assez librement. Alors le secteur qu'on aborde là, c'est celui de la boucle de la Moselle. Se promener dans les boucles de la Moselle, là, c'est vraiment merveilleux parce qu'on a vraiment une impression d'encaissement, presque de montagne. Là, on fait un méandre très important au niveau de la ville de Livernin. C'est une ancienne ville médiévale, fortifiée, qui était sur un éperon qui domine le méandre. Elle est dans un site véritablement exceptionnel, qui a d'ailleurs été très très vite repéré par les Nancéens qui venaient y construire à la fin du 19e des demeures d'exception. C'est une région où l'espace naturel est encore extrêmement présent, et en particulier par cette immense forêt qu'on voit très bien, là, que la Moselle transperce par cette vallée encaissée, et qui est le poumon vert de l'agglomération nancéenne. Après Liverdun, l'avion survole une ville qui s'est établie sur une voie de passage stratégique entre Nancy et Metz. Alors on arrive à Pont-à-Mousson, qui est une ville qui est née en fait du franchissement de la Moselle. Il y a, comme son nom l'indique, Pont à Mousson. Et Mousson parce qu'elle était au pied, elle est toujours au pied, de la colline de Mousson. Et puis Pont-à-Mousson s'est développé de chaque côté du pont qui lui a donné son nom. D'abord sur la rive gauche de la Moselle, et puis ensuite sur la rive droite où, au XVIe siècle, on a bâti
les Prémontrés, qui était l'université de Lorraine, l'abbaye des Prémontrés, qui était le siège de l'université du duché de Lorraine, qui était transférée ensuite à Nancy. En remontant le cours de la Moselle, Simon s'approche maintenant de la ville de Metz. Cette cité 2 fois millénaire est surnommée la ville-jardin, car elle est baignée par plusieurs cours d'eau. Mais c'est une ville qui joue beaucoup avec l'eau, parce qu'il y a plusieurs îles donc qui sont entourées par les bras de la Moselle, et c'est ce qui fait le principal charme de cette ville. Mais c'est une ville qui est née à la confluence entre la Moselle et une petite rivière qui s'appelle la Seille, et qui s'est développée donc, entre ces deux rivières au temps des Romains. Et comme c'est une ville antique, la christianisation, elle a reçu un évêché, et on a construit au Moyen-Âge une superbe cathédrale en pierre de Jaumont, qui est ce calcaire jaune qui donne le charme de cette ville, parce que la plupart des vieux bâtiments ont été construits avec cette pierre-là. La cathédrale Saint-Étienne fait face à la place de la Comédie, construite sur une île entre 2 bras de la Moselle. Elle abrite un temple protestant construit après l'annexion de la ville par les Allemands. Le bâtiment emblématique édifié à cette époque, c'est la gare, dont la tour s'élève à 40 mètres. Récemment, le quartier allemand et le quartier médiéval ont été proposés pour être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après Metz, l'avion de Simon se dirige vers les vallées de l'Orne et de la Fensch, le berceau de la sidérurgie en Lorraine. C'est ici que s'est implanté un chapelet d'usine, l'un des moteurs de l'économie française, jusque dans les années 80. Dans la vallée de l'Orne, l'avion commence par survoler une des villes sidérurgiques développées par la famille de Wendel au XIXe siècle. Donc c'est la ville de Jœuf qui est devant nous. Et la frontière entre l'Allemagne et la France, entre 1871 et 1918, passait justement ici. Et les deux Wendel avaient construit des usines du côté français pour relayer celles du côté allemand. Et ils avaient construit leurs 2 châteaux patronaux, là on les voit très bien, sur le pédoncule du Méandre, juste au-dessus de la frontière. Et ils pouvaient comme ça contrôler un petit peu leur possession finalement des 2 côtés. Ces châteaux soulignent la réussite de cette puissante dynastie de maîtres de forge qui a dominé l'économie locale pendant plusieurs générations. Jœuf, c'est vraiment le prototype de la ville-usine. On voit même plus le vieux village, il est très très discret. Et on voit ces ensembles de cités ouvrières qui ont accueilli beaucoup d'immigrés, notamment italiens. Et Jœuf, c'est la ville de naissance de Michel Platini, par exemple. Après la vallée de l'Orne, donc on aborde la vallée de la Fensch, qui est la fameuse vallée des anges chantée par Bernard Lavilliers. Algrange, Knutange, Ayance, Serment-Gertsange. Et à partir de ce secteur-là, eh bien, on aborde le début de la fameuse usine de Florange. Et cette usine s'étend en fait sur plusieurs communes. Elle commence à Hayange, où il y avait les Hauts-Fourneaux, puis Serment-Gertsange, puis Florange, où il y a toujours les laminoirs qui fonctionnent encore. On voit des torchères, on voit des crassiers. Il y a encore 2000 employés, mais il y avait c'était plus de 4000 avant. Donc les usines de l'époque étaient des usines intégrées, étaient immenses. On voit bien d'ailleurs que c'est relié par divers tubes, divers tuyaux. Tout ce site de Florange, c'est un site industriel ancien qui date de la fin du 19e, mais qui s'est modernisé et puis qui arrive donc à sa situation actuelle. Aujourd'hui, l'usine de Florange est un fer de lance de la transformation d'acier à haute résistance pour l'industrie automobile. Au bout de la vallée de la Fensch, l'avion s'approche de la dernière grande ville du sillon lorrain. Alors nous survolons maintenant Thionville,
qui était considérée comme la métropole du fer, bien qu'elle n'ait connu en fait l'implantation que d'une usine sidérurgique. C'était une ville assez militaire avec pas mal de remparts qui ont été en partie détruits maintenant. Donc c'était la capitale de tout cet espace sidérurgique. Le Luxembourg n'est plus qu'à quelques kilomètres. Les sites industriels s'effacent pour laisser la place à des paysages ruraux et d'anciennes places fortes. Elle témoigne de l'histoire mouvementée de ces territoires à la frontière de 3 pays. Sur notre droite, le village de Rodemack, où les remparts en fait, du château enserrent également le vieux village, ce qui lui a valu le surnom en fait, de la Carcassonne-Lorraine. Après Rodemack, le géographe atteint la dernière étape de son vol, au-dessus de la rivière. Ici, on arrive au-dessus de Cirque-les-Bains, donc qui est la sortie de la Moselle du territoire français. Et c'est un endroit où 3 frontières se rejoignent. Et à ce point-là, il y a 3 villages. Il y a un village en France qui s'appelle Apache, il y a un village en Allemagne qui s'appelle Perle, et il y a un village au Luxembourg qui s'appelle Schengen. Tout le monde connaît le nom de Schengen, et c'est là qu'en 1985 ont été signés les premiers textes, les premiers accords pour faire cet espace Schengen. C'est très symbolique en fait de passer au-dessus de Schengen quand on termine ce périple le long de la Moselle, parce que ça montre le rattachement en fait de cette région et de ce sillon lorrain à la dynamique européenne, à l'Allemagne, au Luxembourg, vers l'Europe. Nous quittons la région des 3 frontières pour nous diriger maintenant vers le cœur de l'ancien duché de Lorraine. Dans ce territoire historique, plusieurs villes témoignent de l'œuvre d'un souverain bâtisseur, Stanislas Leżanski, le dernier duc de Lorraine. Situé à une trentaine de kilomètres à l'est de Nancy, voici le château de Lunéville. Il a brûlé en 2003. Depuis, il est en restauration. Thierry Frantz fait partie des équipes qui travaillent sur ce projet. Ce qui est surtout absolument spectaculaire, c'est cette perspective des jardins à la française qui se développe donc face à moi, vers l'est, avec ses parterres de broderie, ses bassins réguliers, son décor de statues, et puis cet axe qui se prolonge sur plusieurs kilomètres et qui finit même à l'horizon par la chaîne des Vosges qui se distingue au loin. Ce château de Lunéville s'inscrit pleinement dans la diffusion de l'architecture classique. Donc on a l'idée principale de symétrie avec cet axe structurant fort entre les cours et l'axe central des parterres des jardins à la française. Donc cette grande perspective qui unit finalement l'architecture et la nature, une nature essentielle dans cet esprit du château de Lunéville, mais qui est toujours resté ce qu'il était, une maison de campagne où on profite de la proximité avec la nature. Dans ces jardins, Stanislas a fait construire un décor extravagant au pied du château. Stanislas a une âme d'artiste et il va créer des pavillons absolument uniques, mêlant l'exotisme aux fantaisies mécaniques véritablement inédites, à l'image de ce rocher aux automates qu'on appelait la merveille de Lunéville et qui rassemblait 88 figures mouvantes de grandeur naturelle et qui formait une sorte de village idéal placé directement sous la tutelle de Stanislas Leżanski, prince des Lumières. Le rocher aux automates a été détruit à la fin du XVIIIe siècle, après la mort de Stanislas. Son décor reposait sur des blocs de pierre qui formaient de petites collines traversées par des ruisseaux et des sentiers. Dans ce théâtre animé de 250 mètres de long, on pouvait même entendre les marteaux des forgerons ou encore le son de l'eau sur les rochers. Ce spectacle a assuré la renommée du château de Lunéville dans l'Europe entière. Après Lunéville, Thierry Frantz poursuit son travail sur les traces de Stanislas au château d'Arouet.
Ce véritable palais à la campagne appartient à la même famille depuis près de 3 siècles. Au temps de son règne, Stanislas a séjourné dans cette demeure. Un témoignage rare de l'art de vivre des aristocrates éclairés de l'époque. Nous retrouvons le conservateur dans une pièce de l'aile droite du château. Voilà, ce petit chef-d'œuvre, dans ce grand chef-d'œuvre qu'est le château d'Arouet, ici, le boudoir de la première princesse de Craon, celle qui a fait construire avec son épouse ce château d'Arouet au début du XVIIIe siècle. Nous sommes ici vraiment dans la pièce de l'intimité, où elle recevait sans doute ses enfants, elle en avait eu 20. Une pièce exceptionnelle par son décor, qu'on peut dater aujourd'hui de 1733. On est juste avant l'éclosion de l'art rocaille. On est ici dans un décor exceptionnel de chinoiserie et d'arabesque. C'est véritablement l'imagination au pouvoir. On parle à l'époque de rêve de la peinture pour ces arabesques à décors surtout végétaux, peuplés de personnages totalement imaginaires, chinois, turcs, perchés sur les volutes, qui partent à la chasse d'animaux fantastiques. On remarque au plafond, par exemple, une écrevisse volante. C'est vraiment l'endroit idéal pour se reposer, pour laisser son imagination vagabonder dans ces entrelacs et dans ce ciel bleu et toujours serein, dans cette lumière aussi assez exceptionnelle de cette tour ouverte largement sur les douves qui viennent jouer parmi les arabesques du plafond. Dans l'aile gauche du château, la tour abrite une autre pièce remarquable, le cabinet du prince. Un autre endroit exceptionnel ici à Rouet, c'est ce cabinet qui est à l'autre extrémité de l'enfilade des appartements. Et c'est une pièce baignée de lumière. Et on voit ce plafond exceptionnel dans son jus n'a pas été touché depuis sa création pour le prince Marc de Beauvau-Craon. Un décor de treillage. On a l'impression d'être ici dans un pavillon de jardin avec des pampres de vigne qui montent à l'assaut donc, du treillage. Et c'est aussi un lieu qui est important pour lui parce que c'est un lieu où il peut profiter justement de cette proximité avec la nature. On le voit avec ces grandes fenêtres largement ouvertes ici sur les douves. Alors, des jardins qui avaient été plantés en même temps que le château a été construit. On remarque vraiment l'intérêt d'être au plus près du paysage, avec une idée évidemment très idéalisée de la vie à la campagne. Stanislas était proche de la famille de Beauvau-Craon. Il appréciait lui aussi ce décor exotique. On trouvait l'équivalence dans les châteaux de Stanislas, à Lunéville, à Commercy. Malheureusement, dans ces châteaux, tout a disparu. Et il faut vraiment venir ici, à Arouet, pour retrouver l'atmosphère exotique, charmante, raffinée qui pouvait régner dans les demeures de Stanislas Lesinski. Le chef-d'œuvre de Stanislas se trouve à Nancy. Au cœur de la ville, voici la place qui porte aujourd'hui son nom. Ce joyau est considéré comme l'une des plus belles places d'Europe. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. En face de la statue de Stanislas, l'hôtel de ville est l'un des plus somptueux édifices de Nancy. Depuis le toit de ce bâtiment, se dévoile une vue imprenable sur la place. On est ici donc devant un panorama exceptionnel qui nous permet de voir toute l'originalité de la place Stanislas, place royale au XVIIIe siècle. Alors, on voit d'ailleurs qu'elle s'organise en 5 grands corps de bâtiments principaux, l'hôtel de ville où nous nous trouvons, puis 4 pavillons qui abritait notamment le collège de médecine, une salle de théâtre et l'hôtel des Fermes également, et puis des appartements donc, de particuliers. Nous voyons devant nous, donc du côté nord, ce qu'on appelle les basses faces. C'est ce qui fait finalement toute l'originalité de la place, qui n'est pas fermée, mais qui est ouverte sur l'autre place, la place de la Carrière, grâce à ces pavillons beaucoup plus bas qui se limitent au rez-de-chaussée et qui séparaient donc la place royale de la place de la Carrière qu'on voit à l'horizon. De chaque côté des basses faces, 2 gigantesques fontaines représentent des divinités antiques. Leurs grilles sont recouvertes de feuilles d'or. Ces ensembles monumentaux, qui s'inspirent du château de Versailles, exaltent le règne du roi de France de l'époque, Louis XV. Cette place n'est pas dédiée
au duc de Lorraine, Stanislas Leśniczki, mais au contraire au roi de France, son gendre, Louis XV, grâce à qui en fait il est devenu duc de Lorraine. C'est véritablement un hommage du beau-père au gendre, et donc tout le décor de la place va être un hommage rendu à la monarchie française. On le voit très bien sur les deux fontaines, sur les arcs de triomphe somptueux en ferronnerie dorée. Ce sont les armes de France qui se détachent et non pas celles du duc de Lorraine. Nous retrouvons Thierry Frantz dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville. On est véritablement dans une pièce magistrale de l'hôtel de ville de Nancy. Nous arrivons ici donc au pied de cet escalier d'honneur. Alors un tour de force, c'est véritablement le grand spectacle. Et là, c'est Stanislas qui est le chef d'orchestre. Là, on a une création spectaculaire de cet escalier à volet central qui se poursuit ensuite par des courbes continues. Alors là, c'est un tour de force technique de la taille de la pierre qui est typiquement français. Cet escalier à double courbure est le chef-d'œuvre de Jean Lamour, un ferronnier nancéen. Autre merveille, le décor en trompe-l'œil créé pour magnifier l'escalier. Il a été réalisé par André Joly et Jean Girardet, deux des plus grands peintres lorrains du XVIIIe siècle. Au premier étage, l'escalier débouche sur une gigantesque pièce de réception dont les fenêtres dominent la place Stanislas, le salon de l'Académie. Alors ici, tout le décor est un manifeste politique en faveur de Stanislas lui-même. Ce salon donne une bonne idée finalement de ce que pouvaient être les intérieurs très riches, mais aujourd'hui disparus, des grands châteaux de Stanislas en Lorraine. Les peintures de ce salon sont elles aussi de Jean Girardet. Alors ici, le langage politique est essentiel. On va rendre hommage vraiment aux actions de Stanislas en Lorraine, en faveur, par exemple, ici du commerce, avec le dieu Mercure, mais aussi en faveur de la médecine, de la protection des arts. Et tout triomphe au plafond, avec cette grande fresque, donc à l'italienne, là encore, ce médaillon ovale qui est une percée vers un ciel imaginaire, un autre monde, puisqu'on voit notre Stanislas, qui est pourtant un personnage assez pesant, qui vole dans les nuées sur un char de triomphe à l'antique, à la romaine, qui, dans son cours, répand ses bienfaits sur la Lorraine. Et puis, en dessous, dans des nuées sombres, rejeté au loin, le temps, l'allégorie du temps qui menace d'oubli les hauts faits de Stanislas. Sa renommée, Nancy la doit aussi à un style artistique qui a vu le jour à l'aube du XXe siècle, l'Art nouveau. Ici, ce courant prend le nom d'École de Nancy. Depuis plusieurs années, l'historien Hervé Doucet se passionne pour ce mouvement. Ce matin, il se rend à l'Excelsior, un des fleurons de l'Art nouveau. Quand on entre dans ce restaurant, ce qui frappe tout de suite, c'est cette notion d'œuvre d'art totale. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble décoratif qui a sa cohérence et qui s'organise autour du motif végétal, notamment la fougère que l'on voit ici très présente. Elle court tout au long de cette gigantesque voûte qui couvre donc la salle de restaurant. Ce végétal, il est absolument partout présent. On le retrouve également sur les montures des lustres. Et puis, on le retrouve à nouveau sur les vitraux, sur l'ensemble des fenêtres qui viennent fermer cette salle. Dans les années 70, ce chef-d'œuvre a failli disparaître lors du réaménagement du quartier de la Gare. Aujourd'hui, c'est un monument classé. Ce bâtiment est tout à fait emblématique de la vie sociale, culturelle nancéenne et est toujours resté un lieu très, très important. Aujourd'hui, c'est encore une brasserie qui est très fréquentée. C'est l'un de ces rares lieux Art nouveau qui a conservé pratiquement l'intégralité de son décor. Et c'est la raison pour laquelle les Nancéens en sont particulièrement fiers et qu'ils tiennent à ce que le bâtiment reste comme il est. C'est en puisant leur inspiration dans la nature
que les artistes de l'Art Nouveau ont réinventé les décors de la vie quotidienne. À quelques rues de la brasserie, Hervé se dirige vers un autre édifice incontournable. Alors on se retrouve ici devant un bâtiment très important pour le Nancy du début du XXe siècle, puisque nous avons affaire ici à la Chambre de commerce et d'industrie, qui a été un bâtiment construit en 1908 pour montrer la puissance industrielle et commerciale de Nancy au début du XXe siècle. Les éléments véritablement Art Nouveau, on les retrouve dans le décor sculpté, notamment dans les parties hautes, avec ces lucarnes qui sont très ornementées, avec des motifs végétaux très abondants. Et également dans la ferronnerie de cette très belle porte principale. Et on voit qu'il y a une alliance finalement entre le décor de la ferronnerie et celle de la pierre sculptée. Les industriels qui font construire ce bâtiment soutiennent les artistes de l'école de Nancy en leur passant des commandes prestigieuses. Pour les vitraux, ils font appel à Jacques Gruber, un célèbre maître verrier. Ici sont représentées essentiellement donc les industries spécifiques de la Lorraine, ces industries qui permettent à la Lorraine d'être particulièrement riche en ce début de XXe siècle. Pour ses créations, Jacques Gruber a utilisé des techniques révolutionnaires. Jacques Gruber a véritablement fonctionné ici comme un peintre pour donner des vitraux qui sont incroyablement réalistes. Pour obtenir ce réalisme, l'artiste a donné du relief au vitrail en utilisant des verres de nature différente. Tantôt lisses ou rugueux, opaques ou translucides, c'est leur juxtaposition ou leur superposition qui donne cet aspect de tableau si particulier. Pour mieux accentuer les effets de clair-obscur, Jacques Gruber a aussi mélangé plusieurs procédés de gravure. Hervé se rend maintenant dans une banque du centre-ville qui a conservé le chef-d'œuvre de Gruber. Cette superbe verrière de 250 mètres carrés, c'est l'une des plus grandes d'Europe. Pour mieux en apprécier les détails, Hervé nous ouvre les portes d'un lieu insolite. Alors on est complètement dans l'envers du décor ici, à un endroit que le public ne peut absolument pas soupçonner, ni même les clients de la banque. Derrière les façades en pierre appareillée se cache effectivement cette structure métallique qui a été réalisée par l'architecte Fernand César, qui était spécialiste de ce type de structure. Et c'est à cette charpente métallique qu'est suspendue l'intégralité de la verrière que l'on découvre lorsqu'on pénètre dans la banque. On voit le vitrail à l'envers et on remarque bien cette manière qu'a Jacques Gruber de concevoir ses vitraux avec les plombs qui suivent véritablement la tige de toutes ces fleurs et qui contribuent donc par ce cerne noir à les rendre tout à fait visibles et dynamiques. Et donc là, effectivement, on est au plus près de la verrière, même si c'est une vision qu'on n'est pas censé avoir. On saisit des choses et des détails tout à fait incroyables, que ce soit pour la couleur, pour les différentes tiges également de ces clématites, qui semblent s'enrouler autour d'une structure très organique en bois. On a l'impression de voir des branchages qui viennent soutenir le plafond vitré. Aujourd'hui, Jacques Gruber est considéré comme un des artistes majeurs de l'Art Nouveau. On lui doit la célèbre coupole des Galeries Lafayette à Paris. Hervé Doucet nous emmène maintenant dans l'ancienne propriété d'Eugène Corbin, un des plus importants mécènes de l'école de Nancy. Dans les jardins se trouve un édifice surprenant. Une construction qui s'inspire des folies du XVIIIe siècle.
Alors nous avons affaire certainement au bâtiment le plus étonnant qui a été construit à Nancy pendant la période Art Nouveau. Il s'agit d'un aquarium construit vers 1904. C'est donc un aquarium avec les bassins qui sont ici tout autour et qui donnent directement sur les fenêtres extérieures. Il faut donc imaginer ces bassins qui à l'origine étaient en eau avec les poissons qui passaient et qu'on pouvait regarder de l'extérieur. Ce qui est également tout à fait étonnant, c'est de voir que les vitraux des parties supérieures évoquent là encore le monde aquatique. Le décor est en rapport avec la nature de l'édifice, avec sa fonction. Il y a donc une cohérence globale. On peut deviner des nénuphars, des grenouilles. Ici, sur la porte, on devine également des poissons exotiques qui sont représentés. C'est donc un lieu qui est entièrement consacré au plaisir. L'escalier donne accès à un belvédère qui permet d'avoir une vue privilégiée sur les jardins de cette villa Corbin. Eugène Corbin était un grand collectionneur de ces artistes de l'école de Nancy. Et bien pour lui aussi, la nature avait de l'importance. Donc on a ici un édifice qui est en quelque sorte la synthèse de tout cet intérêt porté à la nature à cette époque. Aujourd'hui, la Villa Corbin abrite le musée de l'école de Nancy. Elle a conservé le mobilier d'origine et rassemble une importante collection d'objets des plus grands artistes de l'Art Nouveau. Au rez-de-chaussée, les lignes de ce bureau créé par Eugène Vallin évoquent les racines d'une plante. Dans une chambre, une vitrine réalisée par Louis Majorel. Dans une autre pièce, ce lit d'Émile Gallet, baptisé Aube et crépuscule, et décoré d'un papillon. Dans le même quartier, une maison typiquement Art Nouveau. La Villa Majorel. Elle a été édifiée de 1899 à 1901. C'est un édifice qui est sans aucun doute l'un des tout premiers édifices véritablement Art Nouveau construits à Nancy. Et il a été réalisé par l'architecte Henri Sauvage, un tout jeune architecte parisien qui n'a encore rien construit lorsque Louis Majorel, le grand ébéniste nancéen, lui commande donc la réalisation de cette maison. Hervé a rendez-vous avec Roselyne Bouvier, une spécialiste de l'Art Nouveau. C'est une maison exceptionnelle. La maison repose essentiellement sur un concept qui est le credo de tous les artistes de l'école de Nancy, l'unité dans l'art. Unité entre architecture et art appliqué, unité du décor. Ainsi, on voit un petit peu partout le thème de la monnaie du pape, qui est le fil conducteur, le lien qu'on retrouve en ferronnerie, qu'on retrouve en pochoir et qu'on redécouvre dans le vitrail. Et donc, on a vraiment ici ce rappel décoratif. On se retrouve vraiment dans une ambiance, une adéquation parfaite. Et ça satisfait l'œil, ça satisfait l'esprit et ça répond à la modernité de l'époque. Au centre du vestibule s'élève un escalier en chêne massif. Sa rampe est sculptée d'une branche de lierre. Roselyne emmène Hervé dans la pièce maîtresse de la villa. La salle à manger au XIXe siècle, c'est le luxe bourgeois. On développe beaucoup cette idée autour du temps salle à manger, au temps du repas et du fumoir, parce qu'on voit dans cette pièce assez étonnante, d'ailleurs, finalement, la séparation de deux espaces par cette cheminée qui est vraiment quelque chose d'étonnant. Alors cette cheminée, elle est effectivement exceptionnelle, elle contribue au décor de la pièce. On a bien ici l'idée que le beau n'est jamais gratuit. On parle à cette époque-là de beau dans l'utile. Et là, ces deux avancées, elles nous invitent véritablement à nous asseoir dessus et à se tenir au plus près du foyer de la cheminée pour évidemment discuter dans des conditions de confort tout à fait optimales. Et d'intimité. Et d'intimité.
Je pense que c'est aussi une chose très importante de la villa, c'est la couleur. C'est en fait cette couleur rouge, hein. Ce rouge qu'on retrouve partout, ces acajou avec des plaquages de bois exotiques, justement toujours pour être dans cette espèce de... On baigne dans une lumière rouge qu'on retrouve dans les vitraux et on voit ici ces plaquages. Deux éléments aussi très importants, c'est toujours le graphisme. Tout paraît dessiné. On a aussi ici un dessin, ça paraît presque comme le crayon sur le papier, qui montre en fait en évidence, encore une fois, cette idée de mouvement. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à cette période de l'Art Nouveau, le décor n'est jamais gratuit. Il y a toujours une justification de ce décor. Et ici, effectivement, c'est d'avoir un décor qui évoque le fait de se nourrir, d'être ensemble, rassemblés autour de la table de la salle à manger. À Nancy, une entreprise perpétue la tradition verrière, héritée de l'Art Nouveau. La cristallerie Dôme. Ce matin, les maquettistes apportent les touches finales à une nouvelle création contemporaine. Une pièce dessinée par Emilio Roba. Pour créer cette œuvre, il s'est inspiré de plantes exotiques. Ça a l'air de bien se passer, on n'est plus loin du bout. Oui, là, ça vient bon. Benoît Krantz supervise les étapes de la fabrication. On prendra peut-être quelques photos pour envoyer l'artiste, pour valider déjà ça. Ouais, le mouvement est là, tout ce qu'il souhaitait, le côté très nerveux des feuilles et un assemblage... On a déjà une belle dimension, donc c'est pas mal. C'est une belle pièce. Ouais. On est au stade du modelage, c'est-à-dire qu'à partir des planches, on procède au travail de mise en volume à partir d'argile, de terre. Donc il va modeler la pièce, créer le modèle original. Pour ce type d'objet qui est assez grand, la terre reste vraiment le média idéal. On est dans le domaine floral qui est celui de Dôme, le domaine végétal, le domaine naturaliste, qui est le fondement en fait de l'histoire de Dôme, puisqu'on s'est fait connaître au début du XXe siècle, à justement la période de l'Art Nouveau. Même si la société remonte à 1878, c'est au début du XXe siècle que Dôme s'est vraiment fait connaître à travers le monde. Comme à l'époque, à partir du modèle en terre, on réalise un moule en négatif de la sculpture qu'on remplit d'une cire chaude liquide. Ce procédé original de moulage est indispensable pour faire ressortir les moindres détails de la pièce jusqu'à la perfection. Puis elle est noyée dans du plâtre pour obtenir le moule final, celui qui va servir à la fabrication de l'objet en pâte de verre. Aujourd'hui, Dôme est un des rares à maîtriser ce cristal d'exception selon des dosages et des formules tenues secrètes. La matière première, ce sont ces galets. C'est le trésor de notre maison, puisqu'on a toute notre gamme et toute la richesse chromatique avec un bleu de cuivre, par exemple, qui est micro-fissuré, si on veut. Là, on arrive à une couleur un peu particulière, celle qu'on a mis énormément de temps à développer. C'est du rouge. Alors, curieusement, vous voyez que cette galette-là n'a pas l'air rouge du tout, mais ce n'est que lors de la cuisson de mise en forme que ce rouge à l'or, puisqu'il contient des particules d'or, que la couleur rouge va apparaître. Toute notre science est dans l'association de ces 40 différentes couleurs, en fait, pour obtenir des pièces au plus proche du souhait des créateurs avec lesquels nous travaillons et de notre direction artistique qui donne la ligne générale d'une collection. Pour sa sculpture, l'artiste a choisi des couleurs très précises. Donc cette association des trois verts, plus de la couleur ambre médiane, qui va donner ce qu'on va voir plus tard, quand on verra
on aura une pièce qui sera sortie de four. Une fois enfournés, les galets vont fondre et remplir peu à peu le moule. Une opération qui va durer 15 jours. On a ces 3 verres et cette ambre, ils vont se disposer de façon assez aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir 2 pièces identiques, elles sont toutes uniques. Quand la pièce est refroidie, le plâtre est soigneusement découpé. Une étape toujours délicate. C'est le moment où il y a le plus de suspense en fait, oui, puisque chaque pièce est susceptible d'avoir cassé pendant le cycle de cuisson. Donc, et à ce moment-là, il faut être extrêmement précautionneux. C'est particulièrement excitant quand on démoule une pièce pour la première fois. Une fois les derniers morceaux de plâtre enlevés, Benoît vérifie le résultat dans les moindres détails. Parfait, la répartition des couleurs est sympathique. On voit qu'on a bien la présence des coulées d'ambre et de toutes les nervures des différents verres. Le vert plus bleuté, le vert un peu pomme, acidulé, et le vert un peu fluo. Donc voilà. Polissage, lustrage, nettoyage à l'eau douce. Une dizaine d'opérations se succèdent pour obtenir un objet aussi proche de la perfection que possible.